Le chant des roues s'étend à vélo autour du monde de Claude Marthaleur. Chapitre 1. Un rêve, 2 roues, 3 ans d'Asie. Le rodage de mon vélo commence bien. Les Alpes autrichiennes sont sous la neige. Dans l'école, c'est la valse. Je ne peux pas quitter l'aisselle sous peine de glisser dangereusement. Les Autrichiens, skis sur l'épaule, me regardent d'un air ahuri. Mais le soir, ils m'invitent à partager leur repas et quelquefois, si la place le permet, à dormir dans leur caravane. Au-delà de Vienne s'étend la plaine infinie balayée par le vent et la pluie. Heureusement, la température devient supportable et je passe le plus souvent mes nuits sous tente. Le poste frontière autrichien est rudimentaire et se résume en un simple cabanon de bois, alors que celui de la Hongrie est moderne et massif. Je m'attendais à l'inverse, mais ça ne dure pas, car tout de suite la route devient cahoteuse. Et si, vers l'Orient, les gens comme la route prenaient plus de relief? Pour l'instant, l'ambiance des campagnes que je traverse me semble plutôt morose. Sur les plaines de terre noire se blottissent de modestes demeures, toutes identiques, les unes aux autres. Dans les arrière-cours patauchent quelques cochons autour de vieilles trabants, voitures est-allemandes, désossées et gisant dans la gadoue. Les carreaux brisés, les rambardes rouillées, les façades délabrées des usines, des fermes collectives et des casernes défilent devant mes yeux. Dans les villages, il règne une atmosphère faite de léthargie, un mélange de privatisation hésitante et de bazar oriental. Désormais, c'est un monde moins riche et plus chaleureux, où les gens transcendent par la musique, la danse et l'alcool cet univers chaotique des ruines laissées par le régime communiste. Face à la morosité de certaines journées, je me réfugie dans les relais de camionneurs, lieu de rencontre où se dit l'essentiel en peu de mots. Un soir, je débarque dans un bar affamé et assoiffé par les 180 kilomètres parcourus dans la journée. Immédiatement, des Hongrois me font avaler un alcool suffisamment fort pour être utilisé comme désinfectant. 3 tziganes animent ce troquet au son de leurs violons et leurs chants nostalgiques me donnent le bourdon. Ajoutez l'extrême fatigue et à l'alcool, cette âme slave me bouleverse, elle qui offre à foison sans jamais rien entendre en retour. Je sens là, très fortement, un point d'irréversibilité, la sensation enivrante d'être parti pour toujours. Ce sens spontané de la fête et du partage nous permettent de communiquer malgré l'absence d'une langue commune. Cette impossibilité de parler réellement avec mes hôtes sera mon lot durant toute ma traversée de l'Asie. Le soir, je ne monte plus ma tente car je suis constamment invité. À chaque fois, les gens me racontent leur vie à travers les albums de photos de famille, mariage, enfants, enterrements, etc. Et souvent, ils décollent une image pour me l'offrir. Ils aimeraient que je ne les oublie pas. Quelquefois, les parents me mettent à disposition leur lit conjugal ou un lit à partager avec un de leurs fils. Le matin, avant de partir, on me prépare un copieux déjeuner. On prend soin de moi comme si je faisais partie de la famille, et cet accueil, en plus de me caler l'estomac, me dope pour reprendre la route. Cette traversée de l'ancien bloc soviétique m'a ainsi permis de démystifier l'image véhiculée en Occident d'un prétendu État dangereux, où les populations sont purement et simplement assimilées au régime politique du pays. À la frontière ukrainienne, une longue file de véhicules est immobilisée. Les passagers ont l'habitude de ce genre d'attente et prennent leur mal en patience en cassant la croûte sur les capots de leur voiture. Un camionneur se voit refuser l'entrée car il lui manque une attestation d'un médecin certifiant que sa cargaison de yaourt et de moutarde est comestible. Avec ma bicyclette, qui ne trafique que des émotions, j'apparais bien vulnérable aux jeunes soldats au crâne rasé. Comme toutes les bidasses du monde, ils essaient de tuer le temps. Je les sors un peu de leur ennui. Au toucher, ils admirent la qualité du passeport suisse. Un jour, j'entre dans une cantine d'État au décor vieillot et surdimensionné. Une babouchka me sert un bol de bortsch, soupe aux choux. Les babouchkas forment une sorte d'institution en Union soviétique. Ce sont des femmes d'un certain âge, vêtues de bas de laine et de plusieurs couches de jupons, et qui peuvent à peu près tout faire.
Repas, garde de parking, réfection de route, peinture des bornes kilométriques, ménage, voirie, etc. Devant 2 officiers en uniforme, je déplie ma carte de l'Union soviétique à l'échelle 1/35 millième qui représente environ 9000 km d'ouest en est, et leur montre les quelques centimètres parcourus jusqu'à présent. Ils m'expliquent par des signes que l'on mange exactement le même et unique pain soviétique, rectangulaire et foncé sur toute la surface de ma carte. Au vu de la grande quantité de pain que je mange quotidiennement et de l'étendue du pays, c'est une chance que je l'apprécie. Les 2 officiers ont visiblement envie de rigoler. Ils m'introduisent discrètement dans leur caserne. À l'intérieur d'un dépôt de matériel, ils me revêtent en 2 temps 3 mouvements d'un uniforme d'officier, puis, avec mon propre appareil, ils me prennent en photo autour des bâtiments qui tombent en ruine. Ils m'offrent un béret, un maillot de corps, des boîtes de conserve de viande, des insignes. Dans tous les bazars, on vend des habits et des décorations militaires, dont la valeur est cotée selon leur rareté. Ainsi, l'insigne des troupes d'élite du RSS dont ils me font cadeau vaut sur le marché 5 $. Une fortune pour eux. Ce geste démontre qu'ils ont de l'amitié pour moi. Ils me raccompagnent à la sortie comme si de rien n'était. Puis Valeria, l'un d'eux, m'invite à passer quelques jours dans sa famille à Kremenchuk. Son appartement se trouve au 9e étage d'un immeuble en décomposition, où l'ascenseur marche 1 fois sur 2, où les carreaux sont cassés, les boîtes aux lettres brinque-ballantes, les marches des escaliers irrégulières. Un dévaloir bâille à l'entrée et diffuse sa puanteur en guise d'accueil. Les balcons ont été transformés en vérandas pour agrandir les appartements. Par la suite, j'ai pu constater que tous les appartements du bloc communiste ressemblent à celui-ci. Khrouchtchev, à son époque, voulait un logement d'égale grandeur pour chaque habitant d'Union soviétique. À peine arrivés, sa mère nous prépare des vereniki, raviolis fourrés à la pomme de terre, des blini, crêpes et un bortsch. Comme tout Ukrainien, Valeria est devenue bricoleur par nécessité. Dans son garage sont entassées des conserves de légumes faites à la maison, des boîtes de corned beef récupérées à la caserne, des pièces détachées, des jerrycans remplis d'essence, etc. À travers toute l'ex-URSS, où l'économie planifiée s'est depuis longtemps transformée en économie de pénurie, les denrées apparaissent au compte-gouttes. C'est pourquoi les moins démunis se précipitent à chaque arrivage pour acheter et stocker le maximum de marchandises. Sur la route, on coupe le moteur à la moindre descente pour économiser l'essence. Celle-ci est vendue au bord des routes dans des bocaux en verre empruntés au département de chimie de l'université et elle est souvent coupée avec de l'eau ou du diesel. Le mot business traduit les innombrables manières de racler quelques dollars pour améliorer son quotidien. En effet, en Ukraine, le salaire mensuel moyen s'élève à environ 15 $ et en 1993, l'inflation atteignait les 9800%. On me dit souvent avec une certaine gêne « Autrefois, la table était bien garnie. Aujourd'hui, nous mangeons de l'orge, de la salade, des biscuits et de la compote sans sucre chaque jour de la semaine. » Plus loin, en Russie, les vieux me parleront de Staline avec nostalgie, accueillant mal l'inflation qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Un peu partout sur la voie publique, de jeunes étudiantes racolent pour payer leurs études. Valeria m'emmène faire un tour de ville dans sa vieille Moscovitch, voiture russe. Passant devant l'immeuble du KGB, il commente. L'Union soviétique possède la plus grande cartothèque du monde, une par individu. Plus loin, il me pointe de magnifiques Mercedes-Benz. Assis sur les capots, les propriétaires exhibent cette fierté maladive des nouveaux riches. Depuis des décennies, le trafic de voitures volées en Occident vers l'Est est devenu une sorte de sport national. La marque la plus convoitée, tant pour le prestige que pour la qualité, est incontestablement la grande marque allemande et plutôt les anciens modèles. Les voitures sont acheminées le plus souvent par des réseaux mafieux. Sur la route, jalonnée de nids de poules et face à un vent violent, je m'épuise rapidement. Ne voyant pas de village à l'horizon, je m'arrête affamé sur une aire de stationnement dominée par une statue de Lénine. J'appuie mon vélo contre un arbre et m'apprête à finir mon stock de nourriture, une poignée de sucre. Soudain, une Lada bleue me frôle, freine brusquement sur le gravier et recule à ma hauteur.
3 hommes bondissent dans ma direction en criant. L'un d'eux tient une longue barre de fer à la main, prêt à me briser l'échine. Sans réfléchir, je grimpe sur un monticule de terre, je m'accroupis et, tremblant d'effroi, je crie de toutes mes forces pour tenter de faire fuir mes agresseurs. 10 000 $ en espèces sont planqués dans la potence de mon vélo et mon passeport se trouve dans mes effets encore presque neuf. Je ne veux pourtant pas croire à une fin aussi brutale et injuste de mon voyage. Les 3 hommes marquent un temps d'arrêt qui me paraît extrêmement long, puis remontent dans la voiture qui démarre sur les chapeaux de roue. Dès qu'elle a disparu à l'horizon, je dévale la pente et constate avec bonheur qu'ils ont volé seulement 3 chambres à air. Comme elles étaient soigneusement emballées, ils ont sans doute pensé qu'il s'agissait là de quelque chose de précieux. Fouetté par la peur, j'appuie sur les pédales comme un forcené. Le prochain village, Taginka, ne se trouve qu'à 3 maigres kilomètres. Je m'effondre en pleurs devant un bazar où un jeune, qui comprend immédiatement mon état, m'invite chez ses parents. Son père me tend un verre d'eau et une assiette de vareniki. Avec ses yeux clairs et ses gestes mesurés, subtils, il parvient à me calmer, en focalisant mon attention sur un nid d'hirondelles bâti autour du culot d'une ampoule. Plus tard, on me sert un repas et on me donne un lit où je me glisse encore tout angoissé. Je réalise que j'ai échappé au pire. Ma première chance est de ne pas avoir été attaqué physiquement, et la deuxième est de ne pas avoir été volé. Dans les 2 cas, mon voyage aurait été définitivement compromis. Mais cette attaque manquée a sur moi un impact psychologique important. En effet, malgré l'accueil extrêmement chaleureux des Ukrainiens, je dois faire de gros efforts pour croire encore à mon projet. Après 2 mois de route, je n'ai plus le cœur au voyage. C'est dans un état de doute et de peur que je repars le lendemain. Je pédale machinalement et chaque véhicule que je croise réveille ma peur, à tel point que je ne maudis même plus la tempête. Je repense aux articles, lus avant mon départ, traitant de la criminalité en Russie, ou aux témoignages de camionneurs rencontrés à Kiev, attaqués à la Kalachnikov, se retrouvant presque nus en pleine steppe du Kazakhstan. Tout à coup, je croise 2 hommes à pied qui me paraissent peu recommandables, sans que je n'y prête une attention particulière. Leur présence m'agite pourtant d'un mauvais pressentiment. 2 jours seulement après ma première attaque, je ne sais plus si je suis devenu paranoïaque ou s'il y a réellement quelque chose à craindre. Quelques kilomètres plus loin, j'aperçois à distance respectable un homme au milieu de la route et un autre sur la droite. Cela ne me dit franchement rien qui vaille. Spontanément, je tente un sprint, me déportant sur le bord gauche de la route. Mais l'un des agresseurs saisit mon porte-bagages arrière et je tombe sur le côté. Alors que j'essaie de retirer ma jambe, coincée sous mon vélo, je reconnais les 2 hommes que j'ai croisés peu avant. Tandis que l'un tente de fuir avec ma bicyclette, l'autre m'intime de lui donner ma montre et me menace de ses poings. En même temps que je tente de me défendre, je regarde impuissant ma bicyclette s'éloigner et mon rêve s'effondrer. Heureusement, son poids déstabilise le voleur et l'empêche d'avancer rapidement. Bien que je gesticule avec force et conviction, aucun automobiliste ne s'arrête. Soudain, mon agresseur prend ses jambes à son cou sans que je comprenne pourquoi. Je reste une fraction de seconde médusé et me retournant, j'aperçois une voiture de police arriver en trombe. Visiblement alertée, elle me dépasse et s'arrête net à la hauteur de mon vélo abandonné à quelques centaines de mètres par les voleurs en fuite. Lorsque j'arrive, les 2 lascars ont été cueillis et sont plaqués contre le capot de la voiture, menottes au poing. La police arrête alors un camion qui m'emmène avec mon vélo jusqu'au village de Berezaska. Le commissaire m'accueille aimablement et envoie chercher Sveta, l'institutrice, seule personne capable de traduire l'allemand. Un petit poste de radio diffuse une chanson anglaise des années 70. Après un interrogatoire plutôt sympathique, on me présente les assaillants, 2 frères de 19 et 27 ans. L'aîné nie tout et prétend ne jamais m'avoir vu. Une grande colère monte en moi et j'ai une sombre envie de le démolir. Heureusement, les faits ont été constatés et, en plus, il possède un casier judiciaire chargé. Quant au cadet, il reconnaît les faits et m'épargne ainsi notre confrontation. Le commissaire me demande alors quelle peine je pense qu'il faut leur octroyer. L'aîné, qui était prêt à me détrousser sans scrupule il y a quelques heures, m'implore maintenant du regard. À l'idée de ce que doivent être les prisons ukrainiennes, je ne me sens pas l'âme d'un juge. Je préfère leur laisser leur boulot.
Après un repas dans un restaurant en compagnie de 3 policiers, nous retournons au poste où un expert passe en revue toutes mes affaires. Il note scrupuleusement les marques ainsi que la valeur des objets, comme s'il partait lui-même pour une expédition. Il mesure le format de l'appareil photo et même la longueur de l'objectif. Les policiers sont ahuris en entendant des prix que j'annonce, bien que je les ai coupés en deux. Tous se moquent ouvertement de l'expert qui poursuit son pointage méthodique. Devant le travail de ces policiers, je commence à me sentir en sécurité. Soudain, une femme policière entre brusquement dans la salle et, montrant du doigt mon visa ukrainien falsifié, me demande « Qu'est-ce que c'est ?» Usant de ma lame de rasoir, j'avais en effet prolongé mon visa d'1 mois. Je fais semblant de l'ignorer, entretenant sciemment l'émotion suscitée par l'attaque. J'affûte ici, sans le savoir, les armes qui me seront si nécessaires plus tard face à la police chinoise, qui est loin de posséder la grandeur d'âme des Slaves. Finalement, devant la réprobation unanime des jeunes policiers qui m'ont pris en sympathie, elle jette l'éponge. Après 7 heures d'interrogatoire, Sveta et Jena, son mari policier, m'invitent à passer la nuit chez eux. Je m'écroule de fatigue avec une extinction de voix, seul dans leur lit conjugal. Ces 2 agressions successives me laissent craindre le pire pour la suite. Désormais, je scruterai l'horizon, talonné par l'angoisse. À la vue de piétons, j'emprunterai le milieu de la route et accélérerai comme un damné. C'est la peur au ventre que je doublerai les nombreuses voitures arrêtées sur les bords des routes. Sur la route d'Odessa, j'aurai la hantise d'une agression au sommet de chaque montée. Je serai dans la peau d'une bête traquée constamment aux aguets. Je finis par m'endormir. À l'approche de la mer Noire, le paysage prend une dimension océanique. Terres sèches et balayées par les vents, habitations blanches et éparses. Ces grands espaces me procurent un sentiment d'apaisement. J'arrive à Odessa au début du mois de juin 1994. Les vendeurs de limonade installés en plein soleil annoncent déjà l'été. Je me rends au port et m'assieds sur de hautes marches face à la mer. Il me revient en mémoire les images fortes du cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Au-delà, c'est en la Turquie que j'ai traversé à vélo en 1988, puis en 1991, au terme d'un voyage de 3 ans en Asie. Pour dormir, 2 alternatives. Soit, comme dans tout le pays, le seul hôtel minable et cher où les étrangers sont autorisés à loger, soit le camping municipal. Or, à l'ambassade suisse de Kiev, le consul m'a raconté comment, l'année dernière, un couple de jeunes Suisses installés dans ce camping s'était fait fracasser les vitres de son mobil-home, tabassé et délesté de tous ses biens. Le prix de l'hôtel n'étant pas à ma portée, je choisis la 2e solution. La réceptionniste sursaute lorsque je lui tends mon passeport suisse. Visiblement, ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Elle téléphone à sa supérieure qui insiste pour que je mette mes valeurs à l'abri dans le coffre-fort du camping. Je plante ma tente à côté d'une cabane où loge la babouchka qui garde le lieu. Rapidement, on me repère comme le seul étranger et on me mate sans arrêt. L'ambiance de la nuit est mafieuse. Des voitures trop nombreuses et trop belles pour ne pas avoir été volées. Leurs phares balayant la nuit et inondant ma tente. Des claquements de portières, le balai de prostituées, les voix éraillées de fêtards éméchés. Une peur diffuse m'envahit comme une lame de fond. Alors que j'aspire à une nuit de 100 ans, c'est une nuit d'angoisse qui m'attend. Je me réveille en sursaut à plusieurs reprises, la pompe à la main terrorisée. Le lendemain, je quitte le camping au plus vite. Par hasard, dans une librairie, je fais la connaissance d'Andrew, un étudiant de 22 ans qui étudie le chinois et le russe. En sa compagnie, je découvre une autre ville. Rues ombragées, magnifiques parcs et atmosphère détendue. Une équipe de télévision ukrainienne filme l'ouverture du premier magasin Benetton de la ville. Un événement. Nous rejoignons la plage dans une voiture de police qui fait le taxi pour arrondir les fins de mois. La baignade dans la mer finit par nettoyer mes tourments. Les montagnes et falaises de Crimée ne sont plus qu'à une 60aine de kilomètres. Géographiquement, ce serait le passage le plus beau et bien sûr le plus court vers le Caucase. Bien que la marche-route de mon visa, qui doit indiquer précisément chaque lieu de passage, ne mentionne pas la Crimée, je décide de prendre cette route. Mal m'en prend, car au premier carrefour, la milice routière en décide autrement. Un policier me tire par le bras, réclame mes documents et me crie agressivement « Narcotique ! Amerikanski spion !»
On enferme mon vélo dans un garage et on m'emmène en voiture au poste central de Génicel, où une femme, qui a étudié 2 mois à Bonn, m'interroge en allemand. Il remarque que mon visa a été falsifié, et pour une raison que j'ignorerai toujours ne s'en offusque pas. Puis il me ramène au carrefour, mais sans me rendre ni passeport ni vélo. Je me prépare alors à une longue attente, tout en me demandant qui des gendarmes ou des voleurs sont les pires. Le capitaine de piquet, pour la nuit, partage avec moi son pique-nique dans la salle de réunion où je déroule mon sac de couchage sur une table. Le lendemain, en signant le protocole, déclaration, le commissaire bon enfant me dissuade de tenter un passage illégal en Crimée. Ma seule amende se chiffre alors en kilomètres à parcourir. Pour atteindre le Caucase, j'en suis quitte pour un détour de quelques 2000 kilomètres. Je me rends compte, à chaque coup de pédale, que le tracé des routes tirées à la règle définit à lui seul la platitude et la vastitude de la Grande Russie. L'arrière-pays, composé en grande partie par la Sibérie, lui procure en abondance toutes les matières premières essentielles. Avec le démantèlement de l'URSS et l'ouverture de ses frontières en 1989, le monde s'est soudainement agrandi, pour les Russes comme pour les voyageurs. Napoléon disait « Si tu grattes un Russe, tu trouveras toujours un Mongol dessous ». En effet, les Russes ne se sont jamais remis de l'invasion mongole, le seul et le plus grand empire de tous les temps qui ait réussi à les soumettre en plein hiver. La création de l'Union soviétique ne serait, selon certains, qu'une affaire d'honneur perdu, comme d'ailleurs la Chine de Mao face aux hordes de Mongols. L'idéologie véhiculée par la Révolution, à savoir l'amitié entre les peuples, a réellement favorisé le déplacement des gens à l'intérieur du pays. Aussi, n'est-il pas rare de rencontrer un citoyen soviétique originaire d'une région se trouvant à 6000 ou 8000 km de là. L'éclatement de l'URSS a amplifié ce mouvement, surtout pour des raisons économiques. J'ai rencontré par exemple en Azerbaïdjan un cosmonaute russe en vacances en Asie centrale, un ancien combattant de la guerre d'Afghanistan qui m'exhibe son torse couvert de cicatrices, et un peu partout des immigrés à New York, qui reviennent voir leur famille, des travailleurs de Yakoutie ou de Sakhaline, un soldat de retour de Cuba, etc. La langue russe me manque hélas souvent pour en savoir plus sur leur destin. La vodka semble bien le seul remède à bon marché pour soulager la nostalgie engendrée par un pays d'une belle étendue. Sacro-sainte vodka. Quel que soit le mal évoqué, chacun s'improvise médecin pour vous prescrire le remède universel. Et puis, l'Union soviétique, c'est aussi les innombrables postes GAI, ces tourelles de police à chaque carrefour important mises en place par Staline et qui vieillissent si mal. Sièges rouillés, lumières blêmes, carreaux brisés, haut-parleurs grésillants, et télex hoquetant. Nerveusement, les miliciens ne cessent de taper leurs bâtons sur leurs cuissardes. Au moindre coup de sifflet de leur part, camionneurs et automobilistes s'arrêtent immédiatement et s'exécutent sans broncher. La milice, mal payée, qui prélève de l'argent et des cigarettes, est plus crainte que respectée. Pourtant, la plupart du temps, lorsque les policiers me font signe de la main, c'est pour partager un morceau de pain arrosé de vodka. Peut-être parce que je suis considéré comme un sportsman, statut officiel reconnu et valorisé par l'idéologie soviétique. À la frontière ukrainienne, les douaniers examinent attentivement mon passeport sous une puissante lampe et, bien sûr, remarquent encore une fois l'extension artisanale de mon visa. Je feins de ne rien comprendre, mais surtout je joue au sportsman. Suant et essoufflé, gourde de vélo à la main, gants, cuissards et maillot de cycliste. Je montre mon visa russe et cache mon angoisse. 4 des 5 gabelous présents se méfient et s'opposent à mon passage. Pas de Russie, retour à Donetsk. Le 5e regarde mon vélo, puis, sans un mot, me rend mon passeport et m'ordonne d'un geste expéditif de dégager rapidement. Les douaniers de la Fédération de Russie me laissent entrer sans problème, car j'ai les papiers en règle. Dans le Caucase, bien des postes de police sont habités par des Pères Noël qui m'offrent un accueil chaleureux. Un soir, en Géorgie, un policier m'invite à vider le coffre-fort qui fait office de garde-manger. Son supérieur me conduit dans sa voiture privée jusqu'à une rivière pour que je puisse me laver. Il m'explique qu'au pied du Kazbeg, 5050 mètres, se trouvent des grottes où des ascètes se rendaient autrefois pour y effectuer des retraites. On y cachait également ses valeurs pour échapper aux envahisseurs du Nord qui déferlaient par ce passage central du Caucase.
De retour au poste, les miliciens forcent à coups de massue le double porte arrière d'un tank affecté transport de soldats. Voilà ton hôtel, me fait l'un d'eux. Mais avant de m'installer, ils m'invitent à partager avec eux l'incontournable vodka. Extrait terminé. Merci de l'avoir écouté.